Quand on pense science-fiction et technologie, l'idée qui vient tout de suite, c'est ouais, la SAF imagine des trucs et puis hop, les ingénieurs les fabriquent. Simple, non? Mais et si c'était beaucoup plus profond que ça? Et si la science-fiction, au lieu d'être juste une source d'inspiration, était en fait le véritable plan de construction de notre monde? Oui, on a tous cette image un peu cliché, pas vrai? La science-fiction, c'est ce grand catalogue de gadgets du futur, les voitures volantes, les robots qui font le ménage. On se dit, bon, on attend juste que la technologie suive. Mais en fait, voir les choses comme ça, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. Parce que la vérité, c'est que le lien est bien plus qu'une simple ligne droite. C'est une boucle de rétroaction, où la fiction nourrit la technologie, et cette nouvelle technologie, eh bien, elle inspire de toutes nouvelles histoires. La SF ne fait pas que prédire l'avenir, elle en fournit carrément les plans, les raisons d'agir, et parfois même les idéologies. Alors, oui, il faut aller voir plus loin que les simples gadgets. Bien sûr, l'inspiration directe, ça existe. Prenez Mae Jemison, la première femme afro-américaine à aller dans l'espace. Elle a toujours dit que Star Trek avait été une énorme influence pour elle. C'est un super exemple, mais honnêtement, ce n'est que la pointe de l'iceberg. L'influence réelle de la SF, elle est bien, bien plus profonde. Parce qu'on ne parle pas seulement d'inspirer un objet par-ci, une carrière par-là. Non, non. La science-fiction, elle construit des mondes, des récits complets tellement puissants qu'ils se transforment en véritables idéologies. Des idéologies capables de lever des milliards de dollars et de mobiliser des armées d'ingénieurs et de scientifiques. L'exemple parfait, c'est Elon Musk. Son moteur, ce n'est pas un gadget qu'il a vu dans un film. Non. Son inspiration, elle vient de sagas immenses, comme Fondation d'Isaac Asimov. Ce sont ces histoires grandioses sur le destin de l'humanité, l'idée que la colonisation spatiale est une sorte de plan B pour notre espèce. C'est ça qui alimente ses ambitions complètement folles. Et ce phénomène, il est tellement réel qu'il a même un nom. On parle de marxisme. C'est dingue, non? Une micro-idéologie, à la fois tech et scientifique, qui est entièrement tournée vers la colonisation de Mars. C'est la preuve parfaite de comment une idée qui sort de l'imaginaire peut devenir une vision collective, une vision assez forte pour lancer des projets d'ingénierie parmi les plus ambitieux de notre époque. Et si on regarde bien, le cheminement est souvent le même. Ça part d'un roman, d'une histoire qui plante une graine. Ensuite, un ingénieur ou un scientifique prend cette graine et en fait un plan technique, un vrai projet. Pour que ça prenne, il faut d'autres récits pour populariser l'idée, des lobbies se créent pour pousser le projet, et à la fin, des entrepreneurs comme Musk ou Bezos s'en emparent et disent « Ok, on le fait ». Bon, la SF aide à bâtir des rêves, c'est clair, mais elle fait aussi l'inverse, et c'est tout aussi important. Elle est notre plus grand système d'alarme. C'est un outil incroyable pour explorer les côtés sombres de la technologie, pour imaginer les futurs dont on ne veut absolument pas. Tenez, un chiffre qui donne le vertige. D'après le chercheur Guillaume Pitron, sur une seule génération, la nôtre, on va consommer plus de minéraux que l'humanité n'en a consommé en 70 000 ans. C'est un chiffre tellement énorme que c'est difficile de se le représenter, c'est presque abstrait. Et c'est précisément là que la fiction devient essentielle. Parce que franchement, 70 000 ans, ça nous parle comment? Pas beaucoup. C'est là qu'un auteur comme Paolo Bacigalupi explique que le rôle de la fiction, c'est de prendre cette donnée froide et d'en faire une image, une sensation, quelque chose de viscéral, de nous faire ressentir les conséquences, ce qu'un tableau Excel ne fera jamais. La science-fiction, c'est donc une sorte de simulateur de crash test pour nos idées. Elle met en scène le rêve du progrès face à ses pires cauchemars, le rêve des robots serviables face à une humanité qui ne rêve plus que de devenir elle-même une machine. Le rêve de la consommation sans fin face à la planète poubelle de Wall-E. Ces histoires, elles nous forcent à nous poser les bonnes questions et surtout à le faire avant que le scénario catastrophe ne devienne réalité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Récemment, ce lien entre SF et innovation a pris un tournant vraiment surprenant. Fini le temps de l'inspiration un peu passive, un peu au hasard. Aujourd'hui, la science-fiction est devenue un outil, un véritable plan d'action pour l'innovation, une méthode structurée utilisée dans les labos de recherche et développement les plus pointus du monde. Et cette méthode, elle a un nom, la design fiction. L'idée, elle est aussi simple que géniale. On n'utilise plus les histoires pour essayer de deviner l'avenir, mais pour le prototyper, pour en créer des maquettes. C'est un outil qui permet d'explorer ce qui est possible et surtout d'anticiper les problèmes avant même d'avoir investi le moindre euro. Un exemple très concret, la conception du soldat du futur. Des équipes de chercheurs vont éplucher des centaines de livres, de films, de jeux vidéo, de SF pour voir comment on imagine ce soldat. Ils en sortent les grandes tendances, les exosquelettes, le contrôle par la pensée, l'invisibilité. Ils comptent, ils classent. Et le plus fort, c'est qu'ils utilisent ensuite ces mêmes histoires comme des bancs d'essai pour voir où sont les failles de ces concepts. Et le résultat, ce n'est pas juste un rapport amusant pour les fans de SF, pas du tout. Ce sont des données brutes qui vont directement influencer les choix des ingénieurs.
Quand on s'aperçoit que l'augmentation de la force physique revient dans plus de 43% des cas, eh bien on comprend tout de suite mieux pourquoi les budgets pour la recherche sur les exosquelettes explosent. Mais il y a un truc encore plus malin là-dedans. La design fiction ne s'intéresse pas qu'aux réussites, elle analyse aussi les échecs. Un film comme Edge of Tomorrow va montrer qu'un super exosquelette ne sert à rien si le soldat n'est pas formé pour. Pacific Rim va rappeler qu'une simple impulsion électromagnétique peut mettre à terre le robot le plus avancé. Toutes ces leçons, tirées d'échecs qui n'ont jamais eu lieu, valent de l'or pour les ingénieurs. Alors, ça nous amène à une question encore plus profonde. D'où viennent toutes ces idées, au fond? Pourquoi les mêmes concepts reviennent sans cesse? On dirait bien que les auteurs de SF et les inventeurs boivent à la même source, une sorte d'inconscient technologique commun. Ce concept, ce sont les technotypes. C'est un peu comme les archétypes en psychologie, mais pour la technologie. Dans les mythes, on retrouve toujours le héros, le sage, le monstre. Eh bien, dans notre imaginaire technologique, on a les robots, la base sur la Lune, le voyage dans le temps. Ce sont des idées qui sont là, latentes, et la science-fiction est l'un des meilleurs moyens de les faire remonter à la surface et de leur donner une forme. Regardons le voyage d'une idée, par exemple la base lunaire. Au début, c'est un technotype, une idée un peu vague dans l'inconscient collectif. Puis, un jour, un roman de 1930 parle d'un dôme lunaire. 20 ans plus tard, un autre auteur invente le terme base lunaire. L'idée prend forme, elle devient un concept, puis une idéologie, le marxisme, et finit par nourrir des programmes concrets à la NASA ou chez SpaceX. L'imaginaire n'est donc pas du tout un bonus, c'est l'ingrédient de base de l'innovation. Alors, si on accepte cette idée, que les histoires d'aujourd'hui sont littéralement les plans de la réalité de demain, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Quel plan sommes-nous en train de dessiner, là, maintenant, avec les récits qu'on imagine? Quel monde sommes-nous en train de construire?